Bonsoir à tous les fans des cryptos. Ce soir, une vidéo sur le marché de la crypto, Bitcoin, Ethereum, etc. Ce soir, on a fait 5% sur le BTC à 31 120,65. Ethereum à 2141, 5%,6 également, oui. On est repassé dans le vert. En fait, ça s'est calmé. On a eu un cauchemar il y a quelques jours sur le sell-off, une vente massive, une correction de tout le marché de la crypto à cause de l'événement Terra Luna et son stablecoin UST. On va pas trop en parler parce qu'on a déjà parlé avant dans la vidéo précédente, donc ça n'a pas trop d'intérêt maintenant. Le projet est devenu pour moi un shitcoin, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un shitcoin. Euh, si vous regardez en fait le, la supply la supply de Terra Luna maintenant, regardez, supply Terra Luna. Alors c'est même pas c'est 6 trilliards. Ça fait 6 000 milliards de supply. D'accord. C'est un algorithme automatisé en fait qui ajuste. Et ben en fait l'algo a haussé le prix de Terra Luna en fait vu que la stablecoin UST s'est effondrée. Et donc ils burn, en fait, là ils vont brûler, d'après ce que j'ai vu, ils vont brûler les tokens petit à petit, mais bon, pour moi c'est une mascarade. Et en fait, son PDG, Dou, là, il a fait un plan B, disons, pour essayer de sauver le projet. Mais bon, pour moi, ce n'est pas très crédible. Autant pas trop en parler maintenant. En plus, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait un CryptoSource qui avait retrouvé en 2021. Allez, le tweet qu'il a tweeté, Du Wong, le coréen là. En fait, pour rappel, fin 2021, quelqu'un a prévenu Du Wong, le PDG de Luna, de cette fameuse faille. Et puis, Du Wong s'est foutu de sa gueule en le traitant d'attardé. Alors, la nature trouve toujours son chemin. Ouais, il a raison, CryptoSauce. Regardez, c'est incroyable quand même. Alors, il y a une personne qui s'appelle Freddy Reynolds qui explique les failles de son système de Terra Luna et UST, d'accord. Et il explique que forcément, je sais pas si vous connaissez Soros. À l'époque, Soros, il a shorté en fait, il a vendu du pound. Donc en faisant chuter, il a réussi à faire chuter le pound, la livre sterling anglaise, et il s'est fait un gain de à peu près 1 milliard à l'époque. Donc il a shorté le pound. Ce qui s'est passé avec Terra Luna, UST, eh ben, les gens, ou bien un fonds vautour, on ne sait pas, a shorté UST, en fait, a fait chuter à fond le cours du UST. Également, bien sûr, tout le monde a commencé à shorter le Terra Luna également, et c'est en forçant justement la fondation Terra à vendre du Bitcoin. Forcément, en vendant du Bitcoin, ça fait chuter le prix du Bitcoin. Ils ont vendu, ils étaient obligés de vendre pour ramener en fait le prix de UST à 1 dollar. Ils n'ont pas réussi en fait. La pression à la baisse était beaucoup trop forte. Et avoir un PDG honnêtement euh, qui répond comme ça en traitant quelqu'un d'attardé, alors que la personne explique la faille de son projet. Je trouve ça un peu. Je pense qu'il a un ego surdimensionné. Debout. Il a fait Stanford Université, Computer Science. Donc il se prend peut-être pour Dieu, je sais pas, j'en sais rien, une grosse tête. Au lieu d'améliorer son projet Terra Luna et essayer de contrer les failles du système, de son système justement qu'il a créé, ça n'a pas été fait du tout. En plus, avec son protocole, encore protocole, ça proposait en fait un taux d'intérêt de à peu près 19% à 20% par an euh, de staking. En fait, les gens achetaient des UST et venaient sur encore protocole pour, euh, pour, pour déposer l'UST et ainsi avoir des intérêts de 20% par an. D'accord. Forcément, en faisant ça, ben, les gens, les fonds vautours ou peu importe les baleines qui ont des millions, ils vont venir
staker des UST en fait sur le protocole encore. Et une fois qu'ils ont du UST, ils vont le revendre sur Binance. Vous voyez, ils vont faire chuter, forcer le prix du UST à descendre vers zéro. Donc, vous voyez, c'est euh, c'est quand même étonnant que le mec il a fait quand même Stanford. Hein. C'est une grande école américaine qui n'a pas cherché une solution pour contrer la vente à découvert en fait. Vous voyez, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Et pourtant, il y a eu beaucoup de gens qui ont expliqué la faille de son projet, quoi, de son système. Il n'a pas écouté les gens et voilà. Donc, on est arrivé là et beaucoup de gens sont fait ruiner aux États-Unis, dans le monde, parce qu'ils ont beaucoup de Luna, Terra Luna dans leur portefeuille, etc. Et c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible ce projet Terra Luna. Heureusement que j'ai pas trop regardé ce projet-là il y a quelques semaines, donc j'ai pas trop impacté par Terra Luna, mais quand même pour les gens avaient 400K, 1 million, etc. C'est la folie quand on voit dans Twitter la détresse des gens qui ont investi dans Terra Luna. C'est quand même étonnant de mettre tout. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont une responsabilité, surtout les influenceurs américains là, qui s'amusent comment dire, à influencer leur audience pour dire oui, acheter, 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 et etc. Et finalement, leurs followers, bah, ouais, bah, ils ont une perte énorme dans Terra Luna, d'accord. En plus, également, il y a un influenceur, je ne veux pas citer le nom, mais il s'amuse comment dire, à dire aux gens d'acheter, d'acheter. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait, en fait. Il était dans des projets blockchain, et donc il avait forcément des tokens à un prix très bas. Il a négocié forcément avec les gens du projet. Une fois que le projet était listé dans un exchange, etc., et ben, il dompait, il vendait des tokens, quoi. Alors que dans ses vidéos, il soutenait le projet, en fait. Voilà, pour attirer les gens, etc. Alors, le mec, il est complètement un escroc, quoi. Je trouve ça incroyable. Et il a quand même 566 000 followers sur YouTube. C'est incroyable. Et il disait la même chose pour Terra Luna, quoi. Bah, achetez les gars, quoi. Alors que ça continue à chuter, à chuter, à chuter. Et pour moi, il a quand même une part de responsabilité, quoi. Franchement, c'est quand même incroyable. Voilà, l'histoire de Terra Luna. On va zapper parce que c'est un shitcoin, d'accord, avec une supply de 6 trilliards. C'est vraiment du n'importe quoi. J'espère que les gens ont, ont appris, on va apprendre de leurs erreurs et de pas croire en n'importe quoi et de pas investir dans n'importe quoi parce qu'un influenceur de télé ou YouTube raconte des conneries sur YouTube. Voilà. Alors revenons à. Je vais vous montrer quoi en fait. Ah, Chiron. Alors Chiron, il commence à tuter. Un dimanche, il y a 17 minutes, le 440 monte les particuliers short. Ça, c'est marrant. Souvent, vous voyez, les 54% des clients sont positionnés à la baisse sur le 440, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, les gens continuent à faire des trading dans tout ce qui est CFD, etc., 440 DAX, mais il y a 75% perdent de l'argent, d'accord, parce qu'ils font n'importe quoi, ils utilisent des effets de levier beaucoup trop élevés, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, etc. Et souvent le marché prenne à contre-pied parce que le marché est au courant en fait de nombre de positions short et long. Donc vous voyez, donc si il s'est passé en fait, je sais pas si vous avez entendu parler, mais à l'époque de Robinhood, en fait Robinhood travaillait avec je sais plus quelle boîte et Robinhood vendait les données en fait les datas à un broker, je sais plus quel nom. Et avec ces données-là, en fait, ils étaient au courant des positions de leurs clients, des clients de Robinhood qui étaient acheteurs et ou bien vendeurs. Et en fait, ils jouaient contre leurs clients. Vous voyez, le système complètement pervers. C'est complètement incroyable, ça. Et donc, d'après, bah, Chiron, il y a des clients qui sont short.
alors que le CAC 40 monte. Donc les positions vont sauter lundi matin. Voilà. Short squeeze. Souvent le marché tue les positions comme ça, en faisant un short squeeze. Alors, concernant le BTC, on avait fait, bon, on est repassé dans le vert, j'ai expliqué. Je sais plus ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer tout ce qui est produit. Ah voilà, celui-là, pardon. Voilà, voilà. J'ai fait une fois Excel. Je vais vous parler en fait justement de Big Short, Luna et les fiat monnaies comme l'euro, dollar, etc. Et également l'or. Alors, souvent dans la crypto, comme à la bourse en fait, hein, les gens croient qu'on peut gagner de l'argent en étant acheteur. D'accord? En étant acheteur et ça monte, on est content, et etc. Mais les gens oublient que euh, maintenant, ou il y a longtemps, on peut vendre à découvert. Shorter. Ils appellent ça en anglais shorter. Shorter, c'est vendre. Quand on vend, on spécule à la baisse. D'accord? Il y a quelqu'un sur Twitter qui a montré, il a utilisé le levier 10, c'est pas non plus extraordinaire le levier 10. Souvent, c'est le levier 200, 100, beaucoup plus violent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu à découvert, parce que Binance permet de faire ça, du Luna contre USDT. C'est un stablecoin en dollars de Tether, d'accord? Donc il a vendu à découvert le levier 10, donc jouer 10 fois son capital. C'est quand même risqué, d'accord? Mais à un prix de 20 dollars, il y a quelques jours où Luna était à 20 dollars, et le prix a chuté à 0,02. Jackpot pour lui, il a fait un profit de 1 30 179%. Incroyable. Vous voyez, il y a des gagnants et des perdants. Il ne faut pas croire que parce que Luna a chuté à zéro, qu'il n'y a que des perdants en fait. Hein. Les gagnants, c'est les baleines, les fonds vautours et les quelques particuliers qui ont eu le réflexe de vendre à découvert. Alors, soit il a vendu à découvert par hasard, d'accord, comme il a vu le marché chuter, allez, j'y vais, je vends aussi. Soit il a analysé en fait le Luna et il a vu que c'était pas viable à long terme, d'accord. Ou bien il a écouté des analyses sur Luna, il a regardé les informations, les news dans Luna, et là il a pris la conclusion qu'il fallait shorter à fond Luna. Voilà, il a eu c'est mieux que le loto. Alors qu'il y a des gens qui disent oui, les leviers, c'est jouer au loto. Non, c'est pas du loto à la bourse. La bourse, il y a toujours moyen de gagner. D'accord? Pas tous les jours, mais il y a toujours moyen de gagner. La preuve, et c'est mieux que le loto. Loto, vous avez très peu de chances de gagner le loto. Hein. D'accord? Faites votre calcul de probabilité de maths au lieu de tuter des conneries sur Twitter. Alors, concernant les fiat, en fait, la monnaie fiat, fiat. Alors souvent l'idée était qu'on voit à la télé en fait par des économistes ou d'autres journalistes de critiquer tout ce qui est crypto-monnaie, c'est trop dangereux, c'est pas stable, etc. Même les stablecoins, regardez, UST n'est pas stable, etc. Mais sauf que l'euro n'est pas stable non plus, le dollar n'est pas stable non plus, d'accord? Le pound n'est pas stable non plus. Parce que si vous prenez un graphique sur un an ou bien sur 6 mois, vous allez voir que la valeur de l'euro ou dollar elle chute. D'accord? Chaque jour qui passe, vous perdez de la valeur en fait. Pourquoi? Parce que les banques centrales impriment de la fausse monnaie, d'accord? C'est la planche à billets, c'est une création monétaire. Forcément, ça dilue la valeur de votre euro ou dollar. D'accord? En plus, on a un taux d'inflation de 8% aux États-Unis. Et ben forcément, la valeur de votre dollar, elle baisse. Elle baisse. Donc ça n'est pas stable. Vous avez l'illusion que c'est stable parce que c'est des milliards, c'est des trilliards d'euros et de dollars qui circulent dans le monde. Donc vous croyez que c'est stable, mais sur un graphique d'un an ou 6 mois, ce n'est pas stable. Vous voyez que c'est pas stable. Hein. Ça baisse. Ça tend vers 1 pour 1 là. Vous voyez. Ça peut même aller dans 6 mois à 0,80, 85. Donc 1 euro pour 0, c'est complètement dingue parce que à l'époque, je me rappelle, il y a quelques années, 1 euro c'était 1,40 à peu près. Donc vous avez perdu 40% de votre pouvoir d'achat. D'accord? C'est 1 pour 1 là. 1 pour 0,3, bon, c'est à parité quoi. On était déjà à parité. D'accord?
Le pound, c'est pareil. Ils ont fait de la planche à billets, etc. Beaucoup de quantitative easing, ils appellent ça. Mais c'est de la planche à billets, en fait. Vous voyez, face au dollar, ça baisse. Pourquoi ça baisse face au dollar? Parce que le dollar, c'est une monnaie internationale, de réserve, etc. En plus, il y a la hausse des taux de la Fed de 0,5% à chaque réunion. Forcément, le dollar se renforce face aux autres devises. D'accord? Sauf une devise, en fait. Je vais vous montrer. Alors, le dollar face au rouble, euh, là, vous voyez qu'en fait, le rouble se renforce face au dollar. D'accord? Au début de la guerre, en fait, le rouble a chuté, a vraiment chuté, parce qu'il y a eu la guerre, les sanctions, etc. D'accord? Pour un dollar, vous avez 135 roubles. D'accord? Après, la Russie a réagi, a dit, écoutez, nous, on vous vend du gaz, on vous vend du pétrole, on ne veut pas votre monnaie papier, dollar ou euro, on veut du rouble. Si vous voulez avoir du gaz, de pétrole, on va être payé en rouble. Forcément, euh, la demande du rouble a explosé, beaucoup de demandes, et bien forcément le prix du rouble a explosé. En fait, dans le graphique, il faut inverser le graphique, parce que la cotation c'est dollar versus rouble en fait. D'accord? Vous inversez la courbe, en fait, vous voyez que le rouble explose à la hausse en fait. Voilà. Également, regardez le Singapour dollar face au dollar américain, elle chute également. D'accord? Parce que c'est une monnaie internationale le dollar. Donc, contre toutes les devises, le dollar est fort, sauf le rouble. Voilà. Alors concernant l'or, alors l'or, c'est intéressant d'analyser l'or. On va voir ça. Alors pourquoi l'or chute en vendredi? Alors, hypothèse, d'accord? Hypothèse, euh, déjà on a la hausse des taux, ça c'est même pas une hypothèse, c'est la hausse des taux impacte en fait le cours de l'or. Pourquoi? Parce que ça renforce le dollar. Et quand le dollar est renforcé, eh ben, le cours de l'or chute en fait. D'accord? C'est une relation inverse. Alors, une autre hypothèse, manipulation du cours de l'or via les papiers de ETF là en fait. Et ça c'est connu, hein, c'est pas une théorie du complot, c'est tout à fait connu dans les articles également, dans la presse qui expliquent que les banques manipulent le cours de l'or. Je vais vous montrer comment ça se passe. Regardez. Yes, gold is being manipulated, but to what extent? But, alors, gold price being manipulated, vous voyez, normalement le prix de, bon, honnêtement, le prix de l'or devrait être beaucoup plus haut, vu la dette mondiale et l'inflation, la guerre, euh, hausse des matières premières. C'est une valeur refuge l'or, d'accord? Ça devrait être beaucoup plus élevé que ça. 4000, 5000 dollars l'once d'or, au moins. Mais comme c'est manipulé à la baisse, donc forcément vous avez l'or à 1800, etc. Donc le vendredi. Oui, la format JP Morgan, trader, il plaide coupable pour avoir manipulé le marché de l'or, l'argent, etc. Oui. Tout ça c'est connu, hein. C'est officiel, donc c'est pas une théorie du complot. Ça existe vraiment et il manipule les cours de l'or. C'est pour ça que l'or baisse en fait. Chaque fois que l'or monte, il y a eu la guerre là, au début de la guerre, l'or a explosé parce que l'incertitude, etc. Hausse de l'inflation, boum, on a fait 2045, le point le plus haut là, pour après être recadré. Chaque fois que l'or en fait monte, est recadré vers le bas, d'accord? Mais à long terme, je pense que ça va aller à 3000, 4000, 5000. C'est pas un conseil d'investissement, mais à vous de voir, hein. Mais l'or, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut avoir dans votre portefeuille, hein. L'or et l'argent, les deux métaux à avoir en fait. Parce que l'or, c'est une valeur refuge, c'est une assurance contre l'inflation, contre la récession, contre les crises, etc. D'accord? C'est la vraie monnaie. Alors c'est pour ça que les banques centrales achètent beaucoup d'or, de stock d'or, alors qu'il n'y a pas de dividende sur l'or. Il n'y a pas de, vous recevez pas de dividende. En plus, il y a un coût de stockage pour les banques centrales. Et malgré tout, ils achètent de l'or. Pourquoi? C'est parce que c'est la monnaie, c'est la vraie monnaie en fait l'or. C'est tout. D'accord? On peut argumenter comme on veut, etc. Mais l'or, c'est la vraie monnaie.
C'est pour ça que beaucoup de banques centrales ont des stocks d'or, alors qu'il y a un coût de stockage, d'accord? Il n'y a aucun intérêt en termes de actifs financiers, si vous n'avez pas de dividendes en fait. Vous voyez, c'est ça. Souvent l'argument des journalistes de télé et d'économistes, c'est oui, mais l'or, ça rapporte rien, il n'y a pas de dividendes, etc. Ben, voilà, c'est toujours l'argument un peu fallacieux, etc. Mais l'or, c'est une assurance, d'accord? Contre les récessions, contre l'inflation, etc. Voilà, donc une vidéo que je veux montrer, hein, c'était à vous de voir. Après, je sais que c'est pas évident actuellement, l'environnement économique, la crise du Covid. En plus, on ne sait même pas si c'est pas fini encore. Peut-être qu'ils vont en faire un confinement au mois de novembre, l'hiver, etc. Vous voyez, c'est vraiment l'incertitude. 2023, ça va être, on ne sait pas où ça va aller. Et, alors une autre nouvelle que j'ai vue, un peu intéressant à vous montrer en fait, c'est Nomura en fait qui propose en fait des produits dérivés sous-jacents Bitcoin. OTC, c'est le gré à gré, d'accord? C'est une négociation privée entre deux acteurs, ils appellent ça gré à gré. Donc la banque japonaise propose des produits dérivés pour ses clients professionnels, etc. Alors c'est quoi un produit dérivé pour les gens qui n'ont pas fait la finance? Un produit dérivé, c'est tout à fait tout simple en fait. Les produits dérivés sont des instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou des indices de marché appelés sous-jacents. La valeur d'un produit dérivé dépend de celle d'un sous-jacent ou sous-jacent au cours du temps. L'usage de ces produits permet aux investisseurs de se couvrir contre l'évolution défavorable du marché, etc. Mais elle sert également à spéculer, blablabla, grâce à l'effet de levier. Voilà, voilà. En clair, en fait, c'est un produit qui permet aux, aux investisseurs, aux banques de spéculer ou bien de se couvrir contre les variations d'un actif, en fait, comme le blé, euh, comme l'or, maintenant comme le bitcoin, par exemple, d'accord? Forcément, le problème de ça, c'est que ça peut amplifier, amplifier un krach boursier, les crises, etc. S'il y a trop de produits dérivés, après ça s'emballe, comme il s'est passé en 2008, lorsque il y a eu la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est quoi? C'est en fait quand il y a eu ce qui s'est passé, c'est que les banques en fait ont créé des produits structurés, ont titrisé les dettes, et ont divisé en plusieurs tranches en fait. D'accord? Des tranches qui sont cotées par exemple triple A, triple B, B+, etc. Et ils ont vendu à des investisseurs partout dans le monde en fait. Sauf que ce qui se passe, c'est la crise des subprimes, c'est qu'il y a eu en fait comment dire, il y a eu, je sais pas si vous connaissez le film qui s'appelle Big Short. C'est en fait, c'est un Américain, voilà, qui a cherché à comprendre en fait, mais comment ça se fait que les gens, comment les banques en fait ont pu prêter autant d'argent à des Américains qui étaient par exemple en CDD intérimaires. Et lui, il a fait une enquête, il est allé voir les agences de notation, mais pourquoi vous mettez TRIPA à ce produit-là, un ABS de merde, par exemple, où il y avait des gens qui étaient CDD, intérimaires, etc. Ben, le problème, c'est que les agences de notation, ils dépendent des banques, en fait. Vous voyez, il y a un conflit d'intérêt, en fait, parce que les banques sont clients des agences de notation. Donc, vous voyez, donc bon, après, il allait voir également dans plusieurs États, plusieurs villes, et se renseigner sur comment fonctionne le système de prêt bancaire sur l'immobilier. Et il s'est rendu compte que les banques faisaient n'importe quoi et prêtaient des gens qui étaient en CDD, en intérimaire, etc. Donc, et, pourquoi? Parce que les commerciaux recevaient des commissions, beaucoup de commissions, les banques également de commissions. Et voilà, c'était pervers. C'était un système assez pervers. Et lorsqu'il avait vu tout ça, il est venu à New York, il a fait bon, ben, moi je vais shorter, je vais vendre à découvert tout ça, quoi. Je vais spéculer à la baisse, tout ce qui est produit suprême, produit ABS, tout ça. Donc il allait voir toutes les banques américaines, il a dit mais moi, vendez-moi vos produits là, swap, CDS, etc. Moi je veux shorter l'immobilier américain. Et les banques rigolaient en fait. Toutes les banques rigolaient, mais quoi, c'est les booms en ce moment, vous voulez shorter l'immobilier, mais c'est fou.
Et malgré tout, non, non, lui, il voulait vraiment shorter l'immobilier. Il a demandé le prix, combien ça va me coûter pour shorter. Donc une fois, bah, il a commencé à shorter, et après il y a eu la crise, et là, le marché commence à dévisser, c'est pour ça qu'on l'appelle Big Short en fait. Alors là, lui, il est devenu millionnaire grâce au Big Short qu'il a fait sur l'immobilier. Vous voyez, ce qui était vraiment incroyable euh, à l'époque de 2008. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de revivre à peu près, on va revivre à peu près la même chose à la bourse également, au niveau de la crypto, parce que les banques commencent à proposer quand même des produits dérivés sur Bitcoin. Donc c'est terrible parce que Bitcoin, il y a une volatilité qui est tellement énorme, euh, à la hausse comme à la baisse. Si vous n'êtes pas comment dire, dans le bon sens, ça va être un carnage au niveau mondial. Vous voyez, donc c'est très risqué quand même d'avoir comme collatéral, par exemple, du Bitcoin ou des cryptos. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes maintenant qui proposent des loans en fait avec comme collatéral Bitcoin. Si le Bitcoin monte, eh ben, c'est parfait pour vous parce que vous pouvez emprunter beaucoup plus. Mais si le Bitcoin chute de moins 20%, comment vous allez trouver de l'argent pour payer votre appel de marge ou bien la collecte, rajouter en fait de l'argent parce que votre collatéral Bitcoin, le prix a baissé. Vous voyez, donc c'est un système un peu compliqué et un peu pervers, je trouve, à force. Étant donné que Wall Street sent l'odeur en fait de l'argent, forcément tout le monde tente de rentrer un peu dans le monde de la crypto, comme Goldman Sachs également propose également du Bitcoin, il me semble, à ses clients. Maintenant c'est Nomura, donc je ne sais pas où on va aller dans quelques années, mais ça va, comment dire, mais bien sûr ça va apporter de la liquidité, bien sûr, beaucoup plus de gens qui vont d'investisseurs professionnels, mais ça va créer également beaucoup plus de risques en termes de crack en fait. S'il y a des ventes à découvert qui explosent, eh ben, vous avez le marché de la crypto qui va faire moins 20, moins 50. Il y a Grayscale également qui sont en train de négocier avec la SIC en fait pour proposer un ETF Bitcoin. Et si la SIC refuse, je crois qu'ils veulent attaquer la SEC au tribunal. Vous voyez, ETF c'est pareil, vous voyez, proposer ETF c'est bien, mais ça peut être utilisé pour ramener shorter du crypto, shorter les bitcoins, ce qui se passe vraiment pour l'or. D'accord. Ils utilisent des ETF gold pour shorter, pour vendre à découvert l'or, et forcément ça impacte le prix de l'or. Donc vous voyez, donc c'est pas, je sais pas. Après c'est en termes de régulation, est-ce qu'ils vont réussir à réguler? Je sais pas. Donc, parce que c'est tellement compliqué, et le lobby bancaire bien sûr c'est très puissant. Donc euh, la bourse est régulée, ça n'a pas empêché la bourse de faire moins 50, moins 20, etc. hein, dans l'histoire. Le seul moyen en fait d'empêcher que le marché coule, c'est d'interdire la vente à découvert. Mais ils vont pas le faire, d'accord? Ils vont le faire. Ils ont fait donc il y a quelques mois là, ils ont interdit la vente à découvert, mais c'était pour une semaine, à court terme en fait. Après ils ont réinstallé la vente à découvert. Vous voyez, donc c'est le seul moyen. Si vous voulez pas que ça craque, il faut interdire les ventes. Ça sera pas fait, ça sera impossible de le faire. Donc voilà, voilà, c'était une vidéo pour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, j'ai pas grand-chose à vous dire. À part, je vais vous faire une vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur Sologenics, un très bon projet. Je trouve que j'avais fait une vidéo, première vidéo sur Sologenics. C'était un exchange décentralisé. Donc sur la blockchain XRP. Pourquoi? Parce que c'est très faible comme frais de transaction et c'est ultra rapide. Et en plus, donc récemment, ils vont proposer, ils ont fait leur site internet sologenics.org, et ils ont installé en fait, ils ont Sologenics, je vais vous montrer, NFT. Ils ont installé NFT, incroyable. .org, pardon. .org. Je vais faire une vidéo dessus. Je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà, voilà, super. Là, ils proposent maintenant sur leur plateforme Sologenic Dex. Dex, c'est décentralisé, d'accord? C'est pas centralisé. Donc, vous créez en fait votre portefeuille, soit par exemple avec
Là, je suis déjà connecté, pardon. En fait, ils proposent, c'est vraiment génial. Ils vont proposer solo carte également, une carte bleue, également du fiat, également l'euro dollar, etc. Également, là, voilà, il y a NFT. Ils proposent du NFT maintenant sur l'exchange Sologenics, sur une blockchain XRP. Vous voyez? Donc, c'est très simple, en fait. C'est le même principe qu'OpenSea. Sauf que il faut du Sologenics token ou bien du XRP. Allez, hop, un exemple. Je vais faire une vidéo dessus la prochaine fois. Très simple, vous voyez, ça vaut 50 XRP. Si vous l'achetez, vous cliquez Buy. Et c'est ultra rapide. C'est incroyable. Et les frais sont tellement faibles. C'est vraiment incroyable. Je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera sur cette plateforme. Je vais vous montrer comment on achète du NFT en utilisant la blockchain XRP. D'accord? Passez un bon week-end à tous. Au revoir.